pose mon tel, je gère plus. Les gens, ils vont dire ce qu'ils veulent. Faites ce que vous voulez. Moi, je vais juste me débrancher, prendre des vacances. Salut, c'est Canel. Dans quelques secondes, vous allez voir mon interview avec Michou. Il est venu me parler de son nouveau projet Terminal et on a énormément discuté. Il s'est confié sur la réalité de son quotidien. Et il y a un peu ce côté parano parce que je commence à être angoissé de sortir. Ses amitiés, sa vie privée. Le moment de la séparation, il y a tout et n'importe quoi qui se dit sur les réseaux. Et toi, t'es là, tu lis et tu te tires les cheveux et tu te dis oh là 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 là. Pourquoi ils veulent pas juste écouter ce qu'on leur a dit, tu vois? Mais aussi et surtout sur son métier. Faut que je sois exemplaire parce que les petits frères des autres, je veux pas qu'ils regardent n'importe quoi non plus. C'était l'occasion pour moi de découvrir un Michou sincère et passionné. De base, moi, je suis un peu introverti, je suis un peu timide. On dirait pas. Hein. Bref, je vous emmène dans la tête de Michou. Salut Michou. Comment ça va? Ah bah. On est connectés déjà. Écoute, moi ça va super, j'étais hyper curieuse et contente de te rencontrer parce que je pense que tout le monde te connaît. Tout le monde a un avis sur toi, t'es un des top youtubeurs français. J'ai noté, t'as 10,6 millions d'abonnés sur YouTube, ouais. 5 millions sur Insta, 2,2 millions sur Twitter, 2,3 millions sur Twitch. Et moi, je veux trop savoir comment ça se passe dans la tête de quelqu'un qui a 23 ans, bientôt 24. Ouais, exactement. Le 2 octobre. Dans un mois. Ouais, ça a été balance comme moi, bref. Ok, tu connais toute ma vie. Bah oui, je connais toute ta vie. Et qui vit la vie que tu mènes, une vie de fou depuis bientôt 10 ans, parce que tu as lancé ta chaîne YouTube en 2015. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu te rappelles du moment où tu t'es dit, ok, là, ma vie, elle est en train de changer? Genre vraiment le moment. Le moment... En vrai, j'ai un petit souvenir, c'est une petite anecdote, mais ça m'avait marqué. C'est en fait à l'époque j'allais beaucoup à la Paris Games Week. Et Paris Games Week, c'est salon de jeux vidéo où il y a plein de youtubeurs qui y vont, etc. Et moi j'y allais en tant qu'abonné parce que à ce moment-là je commençais sur YouTube mais j'étais pas connu et tout. Et il y avait plein de youtubeurs que je kiffais. Je prenais des photos avec eux. Genre qui Le Bouzeux à l'époque. Qui maintenant est un pote à moi, donc c'est trop drôle. Mais le Bouzeux, Tartinex, j'avais fait la queue aussi pour essayer de faire une photo avec la Redbox, donc Mastu, Amixem et tout. Et en fait, après ça, j'ai eu une grosse année sur YouTube où c'est beaucoup monté avec Clash Royale. Enfin, je suis passé peut-être de 5 000 à 50 000 abonnés à ce moment-là. Et quand j'étais retourné à la Paris Games Week, j'avais été invité cette fois. Et ça m'avait fait super bizarre parce que du coup là, j'avais le rôle inverse où il y a des gens qui prenaient des photos avec moi. En même temps, en fait, c'était trop étrange parce qu'on s'occupait de moi, tu sais. T'arrives et t'es bien reçu, ben, comme là, tu vois. Genre là, on a été bien reçu, j'ai mon petit verre d'eau et tout, genre on s'occupe de moi. Et j'étais en mode, wow, mais c'est trop bizarre, genre, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Là, tu t'es dit, ok, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et à ce moment-là, ça m'a marqué parce que, ouais, les gens prennent des photos avec toi, genre on te reçoit, on te... Ouais. Je sais pas, on te polie. Et attends, mais là, donc t'avais quel âge? T'étais au collège encore? À ce moment-là, j'étais au lycée, je pense, j'avais 17 ans. T'étais au lycée. Et en quoi ça a changé ta vie aussi d'étudiant, enfin de lycéen? Bah en vrai, je dirais quand même pas grand-chose, parce que dans tous les cas, j'avais quand même déjà un peu mon entourage au lycée et tout, donc même avec la notoriété après, je suis resté entouré de la même manière. Mais le seul truc, c'est que ça a été compliqué à un moment de gérer les deux. Parce que du coup, moi, les études, j'ai toujours eu un peu des facilités, je m'en sortais bien. Par contre, les 2 dernières années, comme il y avait YouTube et que je commençais à me donner à fond sur YouTube parce que je voyais qu'il y avait... du potentiel. Ouais, il y avait du potentiel. Du coup, je me donnais à fond parce que j'étais en mode, faut pas que je laisse passer ma chance. Et des fois, je me couchais à 4 heures pour me lever à 7 heures le lendemain pour aller en cours. Je faisais pas mes devoirs, genre je savais qu'il y allait avoir un contrôle, mais j'étais en mode, vas-y, j'ai pas le temps de réviser, je vais faire un live. Et du coup, à ce moment-là, ma moyenne a un peu chuté. Mais au final, j'ai quand même eu le bac avec 12 de moyenne, donc ça va, c'est cool. C'est quoi, c'est mention assez bien, ouais, j'ai eu. Ok. Donc c'est quand même cool, mais je sais que j'aurais pu avoir mieux. Et en même temps, au moins, j'ai pas laissé passer ma chance, tu vois. Ouais. Donc c'est juste le petit truc. S'il n'y avait pas eu YouTube, YouTube, j'aurais peut-être continué les études, mais... Ah ouais, tu penses? Peut-être, je pense. Ouais, je pense mais toujours dans le milieu de l'audiovisuel. Parce que c'est YouTube qui m'a développé cette passion de l'audiovisuel. Mais par exemple, au lycée, j'avais pris cinéma audiovisuel en option. Et du coup, ouais, je savais que je voulais en tout cas travailler dans ce milieu. Ok. Potentiellement, je sais pas, je me voyais pas forcément être derrière la cam obligatoirement. Genre, s'il n'y avait pas eu YouTube, je pense pas que je me serais acharné à être forcément acteur ou quoi. Mais en tout cas, à participer à des tournages, d'une manière ou d'une autre, je sais pas, que ce soit cadreur, monteur aussi. T'avais déjà cet intérêt-là? Ouais, je kiffais ce milieu. Ok. Et donc aujourd'hui, toi, t'es youtubeur. Ça ressemble à quoi une journée type de toi?
En vrai, genre là, une vraie journée type. En fait, c'est dur à dire parce que justement, c'est un métier où il n'y a aucune routine. Mais je suis énormément sur WhatsApp. En vrai, je passe beaucoup de temps sur WhatsApp. Ouais, c'est ça, les appels, il y a un groupe pour un projet, puis en même temps tu reçois des messages parce qu'il y a un truc avec une marque et en même temps tu gères la journée d'aujourd'hui et machin. Donc beaucoup sur WhatsApp. Et je dirais, ça dépend, soit une journée ça va être des tournages, soit une journée ça va être je me réveille. En fait, une journée type, ouais, c'est vraiment je me réveille, direct j'allume mon tel et réseau, je check un peu ce qui se passe, douche, ensuite je commence ma journée, je prends ma voiture, je vais au local, j'ai un petit local à moi avec mon équipe, je vais au local, je vais sur mon PC, WhatsApp, je gère un peu ce qu'il faut gérer et soit on met en place un tournage, soit on met en place un truc, ou alors après il y a des journées de tournage, quoi. Mais en fait tu te déconnectes jamais, première chose que tu fais c'est le tel. Après moi aussi, hein. Je te jette pas la pierre. Bah oui, au final, en vrai tout le monde, Ouais. Mais ouais non, je déconnecte très rarement. De plus en plus, je me force. Genre, par exemple, à l'époque, même le week-end et tout, il n'y avait pas de week-end. Genre, je faisais pas attention aux jours de la semaine. Okay. J'étais en mode, c'est une journée comme une autre, je me lève, vas-y, je vais préparer mon truc, etc., machin. Et maintenant, bah, comme aussi je suis plus encadré qu'avant, tu sais, maintenant j'ai des équipes avec qui je travaille et tout, bah forcément, le week-end, tu ressens qu'il y a moins d'activités, il y a moins de personnes qui vont répondre, c'est logique. Et tant mieux. Parce que du coup, moi, ça me force à, le week-end, allez, je lâche un peu mon tel, je vais sortir avec des potes, je vais jouer à la console, je vais regarder un film, je vais débrancher un peu, ouais. Et tu cherches quoi sur les réseaux? Est-ce que tu regardes genre tes contenus, ce qu'on dit de toi? Ouais, en vrai, ouais. Par curiosité, des fois ça m'amuse. Et des fois, je trouve c'est important aussi d'être en mode... qu'est-ce que les gens pensent de moi, tu vois? Parce qu'en vrai, il y a quand même un minimum, un contrôle d'image, dans le sens où... par exemple, j'ai l'impression que si je vais pas me montrer de temps en temps au sport, etc., genre si je le montre pas, les gens vont avoir l'impression que je me délaisse, enfin, je sais pas, genre ils vont avoir l'impression, ils vont pas affilier ce truc de sport à mon image. D'accord. Donc je sais que je suis obligé de montrer certains trucs exprès pour qu'on se dise ah ok en fait Michou, il est déter, il est sportif, il fait ci, il fait ça, tu vois. Donc tu te mets quand même toujours la pression sur, ok, là il faut que je me rappelle qu'il faut que je montre ça de ma vie, ça de ma vie, ça de ma vie, en vrai. Non, pas à ce point-là, mais j'aime bien savoir ce qu'on me dit de moi pour me dire, ah ok, ah tu vois, j'aime pas qu'on pense ça de moi, je préférerais qu'on pense ça, donc bah, je vais travailler pour. Et est-ce que tu vois des choses au quotidien qui t'atteignent? En vrai, moins que ce qu'on pense, je pense, parce que j'arrive un peu à me dire, c'est beaucoup des blagues aussi, tu vois. Par exemple, on va dire, il y a une année où j'ai eu beaucoup de polémiques. Je mets des guillemets à polémiques parce qu'en fait, c'est même pas vraiment des polémiques. C'est par exemple, je sais pas, en fait, on dit des trucs sur moi et on me vanne. Et du coup, les gens sont en mode « Ah, Michou, t'es en tendance Twitter, ah, t'es dans une sauce et tout. » Mais c'est même pas des sauces. C'est juste que les gens reprennent un truc, je sais pas, que j'ai dit dans une vidéo pour derrière me tailler. Et en vrai, je suis un peu en mode « C'est le jeu, tu vois. » Je me dis, je suis un personnage public. Bah justement, c'est un peu dans ce truc d'image. Je suis un personnage public. Les gens, à ce moment-là, ils pensent que j'ai fait ci de travers ou... Juste, ils pensent que je suis comme ça, donc ils me vannent. Et en vrai, des fois, ça me fait un peu rire, tu vois. Je suis en mode, ouais, bon, c'est des vannes bien joyeux, tu vois. Ok, donc toi, t'as accepté cette partie-là comme si c'est une partie de ton métier, quoi. Je sais qu'on va parler sur moi et c'est ok. Ouais, exact. Puis des fois, tu vois, en fait, des fois, je le sais que c'est des vannes. Genre, c'est des trucs en mode, je capte les gens de mon âge, ils sont en mode, ils vont essayer de trouver la meilleure vanne par rapport à un truc d'actu. Et tu vois, des fois, il y a des actus sur tout et rien. Moi-même, je vais aller sur Twitter, il y a des tweets et je vais dire « Ah, c'est trop drôle ». Bah, des fois, ça tombe sur moi. Oui, je capte. Parce que les gens, ils me connaissent, donc s'ils peuvent me vanner, ils vont me vanner. Et moi, il y a une question aussi que je me pose, parce que t'es jeune, t'as autant de notoriété, il faut le dire aussi, maintenant, t'as beaucoup d'argent. Comment tu gères pour pas péter les plombs? Bah, écoute, en vrai, je sais pas, c'est une bonne question. Je pense que en vrai, c'est l'entourage. Je pense que c'est l'entourage. Tu vois, je suis petit frère d'une fratrie de 10. Donc, quand je vais voir la famille et tout ça, ça disparaît un peu, tu vois. Je l'oublie carrément. Je suis le petit frère, donc on me vanne, je me tais un peu, je peux pas trop... Ils te remettent à ta place. Ouais, ils me remettent à ma place. Ouais. Les pieds sur terre direct. Et je sais pas, moi je suis bien, tu sais, j'ai mon petit train de vie. En vrai,
en dehors de YouTube, j'ai quand même mon petit quotidien à moi, tu vois. J'ai mon appart, je vais jouer, je sais pas, je vais jouer à la console, je vais écouter des podcasts. Je me fais, de temps en temps, que j'ai le temps, je me fais à manger, sinon c'est petites commandes. Une vie normale, quoi. Ouais, une vie normale et je suis bien dans ça, en fait. Genre, j'ai pas spécialement envie d'aller plus loin. Des fois, forcément, je sais pas, je vois une belle voiture, je suis en mode, waouh, j'aimerais trop, tu vois. Mais je me force à me dire, calme-toi. Oui, mais est-ce que justement, il y a déjà un achat que t'aurais fait où tu t'es dit, là, bon, je vais peut-être aller un peu loin, mais en fait, c'était pas un caprice, mais un truc où, allez, tu t'es lâché, tu vois. En vrai, j'essaye quand même de faire attention sur ça, mais ça arrive en vrai, Pokémon. Ah ouais, je suis dans la collection Pokémon et Pokémon, des fois, tu te retrouves à acheter j'ai acheté une fois une carte à 5 000 € la carte. Donc c'est un peu lunaire. Mais en même temps, je suis en mode, c'est un truc de collection, puis j'ai confiance en le fait que ça va pas forcément perdre de sa valeur. Donc je suis trop content de l'avoir. Et puis en même temps, ça vaut beaucoup d'argent, mais le jour où j'aurai besoin d'argent, si ça arrive, je sais que je peux la revendre aussi, tu vois. Mais en vrai, j'ai jamais acheté vraiment de trucs ultra chers. Même à la limite, si ma voiture, à un moment, je m'étais fait vraiment plaisir, j'avais pris une Mercedes. Donc j'avais Mercedes, GLC, coupé. Mais tu vois, par rapport à l'argent que je gagne, j'aurais pu beaucoup plus abuser, tu vois. Donc t'es raisonnable. J'essaye d'être raisonnable, ouais. Okay. Je pense que je le suis. Tout à l'heure, tu as parlé que tu avais 7 frères et 2 sœurs, c'est ça? Ouais. Donc vous êtes 10. Ouais. Ce qui est pour moi une dinguerie parce que moi je suis fille unique, j'arrive pas à imaginer la maison. C'était comment ton enfance avec eux? En vrai, j'étais trop heureux. Hein. Mon enfance, c'était vraiment... mes frères, c'était des potes. Il y avait vraiment ce côté... En fait, c'est drôle parce qu'on a tous une petite différence d'âge quand même. Mais j'ai jamais eu trop de potes. Je sortais jamais trop avec des potes parce qu'en fait, je rentre à la maison et on était plein de frères et sœurs. Et du coup, je sais pas, genre, j'avais cette ambiance de potes. Au final, tu vois, j'avais envie de faire un foot. J'allais pas essayer de galérer à trouver 4 potes. Il y a déjà une équipe de foot à la maison. Ouais. Donc on sortait dehors, on faisait du foot. Des fois, on partait en vacances peut-être une fois tous les 2 ans avec les parents. Ça faisait un peu des campings et tout. Puis voilà, on kiffait. Enfance normale. Hein. Et comment est-ce que ta notoriété, elle a peut-être changé leur vie à eux? Je pense que je les ai un peu amenés aussi dans ce milieu malgré moi. Par exemple, j'ai un frère. Forcément, je fais des trucs sur YouTube, donc il s'intéresse à ce que je fais. Et au final, il a commencé à kiffer YouTube aussi, donc il s'est retrouvé à faire des petites vidéos et tout. Et après, sinon, j'essaye de faire des trucs pour la famille à ma manière. Genre, par exemple, cet été, on est parti en vacances, j'ai pris une villa pour toute la famille. La villa, il y avait genre 10 chambres dans la villa, c'était n'importe quoi. J'ai dit à tout le monde, venez, on se rassemble tous ensemble. Donc tout le monde a pris sa petite semaine de vacances à ce moment-là. Et en vrai, c'était trop cool. Donc toi, tu as une vie ultra privilégiée. C'est quoi ce que tu préfères le plus avec la fame et ce que tu détestes le plus? Je pense que ce que je préfère, tu vas voir, c'est contradictoire ce que je vais dire, mais je pense que ce que je préfère, c'est le contact avec les gens. Genre, je trouve que j'ai une chance de fou, surtout que de base, moi, je suis un peu introverti, je suis un peu timide. Ok. Et on dirait pas. Hein. Bah ouais, mais en fait, c'est parce que justement, YouTube, ça m'a aidé à être en mode, à m'ouvrir aux gens, parce que en fait, j'ai pas le choix. Je vais dans la rue, puis il y a des gens qui vont me reconnaître, qui vont me demander une photo, et donc je suis obligé d'être un peu, d'être avenant envers eux. Mais du coup, YouTube, ça m'a aidé avec ça. Et le contact avec les gens aussi, dans le sens où, je sais pas, je vais dans le sud, j'ai une galère, il y aura quelqu'un pour m'aider. Parce que j'ai la chance d'être connu et du coup, on va me voir au bord de la route, il y a un mec qui va me reconnaître et forcément il va s'arrêter, il va dire qu'est-ce qui t'arrive? Et s'il peut m'aider comme il me connaît et que, je sais pas, il y a une relation de confiance qui s'installe direct, comme si on se connaissait déjà, direct, s'il peut m'aider, il va m'aider. Et en vrai, c'est une chance de malade. Et en même temps, je trouve que le truc le plus dur à gérer avec le fait d'être connu, c'est le fait de pas pouvoir sortir et faire ce que tu veux. Genre, chaque sortie, tu dois quand même faire attention à ce que tu vas faire, dans le sens où ça se prépare, quoi. Genre, je peux pas aller faire mes courses à l'arrache. Enfin, je peux. En vrai, je le fais. En vrai, je le fais. Je m'interdis pas de le faire. Au contraire, je suis en mode, vas-y, j'ai envie de sortir, je vais sortir. Mais tout de suite, c'est compliqué, quoi. Quand tu dis ça se prépare? Ça se prépare. Typiquement, je sais que si je veux aller à un parc d'attractions ou aller faire un bowling avec mes frères, on est obligé d'aller à des heures précises où il y a moins de monde, ou alors d'y aller encadré. Par exemple, le parc d'attractions, je suis allé au parc Astérix pour Halloween.
bah du coup c'était en mode faut prévenir le parc Astérix, puis il y avait quand même 2 gars de sécu qui étaient là au cas où, parce qu'au final ça peut créer une émeute. Les gens ils me reconnaissaient, puis en fait ils me suivaient sur tout le parc, et du coup bah t'es obligé de faire un peu attention. Est-ce que ça te rend parano? Un petit peu, je dirais. En vrai, depuis peu, un petit peu, dans le sens où ça fait pas longtemps, où depuis ma séparation, toutes les histoires qu'il y a eu et tout, il y a un peu ce truc où ça rentre dans la sphère du privé. Et du coup, là, c'est plus compliqué à gérer. Et il y a un peu ce côté parano, parce que je commençais à être angoissé de sortir. Je commençais à me dire, ouais, je vais sortir et je sais pas. Tu sais, même si je fais rien de bizarre ou rien de grave, je sais pas, genre j'avais l'impression que si je sortais, on allait me filmer à mon insu, puis que ça allait pas être cool, et puis qu'on allait dire des trucs pas bien sur moi. Et j'avais la flemme de ça, donc je commençais un peu à un moment, ouais, peut-être à m'enfermer ou sortir vraiment. Tu vois, quand je sors comme je suis. Il y a une période où je commençais à sortir vraiment capuché, tête baissée, et puis je voulais voir personne. T'as déjà vu genre des paparazzis ou quoi te prendre en photo? En fait, il y a vite fait une histoire de ça, un moment de paparazzi. Moi, je les ai pas vraiment vus, parce qu'en plus, j'y croyais pas, tu vois. Genre, c'était à l'époque de Danse avec les stars, où là, il y avait les rumeurs que j'allais me mettre en couple avec Elsa à cette époque et tout. Et moi, le côté paparazzi, tu sais, je suis un peu en mode non, c'est tiré par les cheveux, tu vois, il n'y a pas un mec qui va me suivre. En plus, tu sais, je me dis, je suis personne, tu vois, je suis un jeune, je fais ma vie comme tout le monde. Il n'y a pas un gars qui va me suivre, il va se cacher pour prendre en photo. Et en vrai, il y a quand même un soir où justement, avec Elsa, elle vient chez moi un soir, on se voit. Et non, c'est un soir où on rentrait d'un prime, mais elle rentre et elle vient chez moi. Et il y avait mon agent qui était là, qui nous avait raccompagnés. Et à un moment, il s'est retourné. Et il a commencé à gueuler sur quelqu'un qu'il avait vu nous prendre en photo en mode paparazzi. Et moi, j'étais pas sûr. J'étais en mode, mais t'es sûr? Non, je pense que tu bugs et tout. Et en vrai, au final, je crois qu'il y avait des trucs qui étaient sortis sur Voici 3 jours plus tard. Et toi, tu le vis comment quand tu vois ça sur Voici? Tu te dis, mais attends, c'est ma vie privée? Bah ouais, en vrai, c'est vraiment space. En vrai, à ce moment-là, je pense que je réalise même pas forcément. Tu vois, je suis en mode... Waouh, je me dis, ça me tombe dessus. Je me dis, ah ok, je suis rentré dans cette sphère-là, là. Je vais devoir commencer à faire attention à tout ça. C'est vraiment étrange. Mais là, aujourd'hui, c'est encore pire, je trouve, parce que c'est vraiment les paparazzis, des fois, c'est des abonnés. Oui, c'est tout le monde avec les téléphones. Ouais, c'est tout le monde. Même un abonné, juste, il va me filmer un moment, il va mettre sur TikTok. Bah, ça paraît rien, mais tu sais, des fois, je sais pas, genre je dis n'importe quoi. TikTok, tu peux pas t'attendre à ce que les gens vont dire sur toi. Comme c'est un peu hors contexte ou j'en sais rien, je sais pas, imagine, je vais à un festival, j'écoute des musiques, je vais à un bar dans le festival, je prends 2 bières, les gens ils vont être en mode, je sais pas, on me filme, juste ce moment il finit sur TikTok, les gens vont dire, ah il est sérieux, machin, alors que je suis juste en train de faire ma life, tu vois. Donc c'est un peu étrange. Donc ça peut te rendre un peu parano. Ouais. Et bon, j'étais pas sûre qu'on allait en parler, mais comme tu l'as amené, justement, tu as parlé de ta séparation, ton couple, il était ultra médiatisé, ta séparation, elle est ultra médiatisée. Comment tu te dis, est-ce que tu te dis, maintenant, je veux plus du tout rendre public mes prochaines relations ou ma vie privée? Est-ce que c'est quelque chose que tu te dis? Ouais, en vrai, c'est ce que j'avais dit aussi au moment d'annoncer la séparation, c'est que quand on a annoncé avec Elsa qu'on était ensemble, pour moi, c'était logique de le faire parce que j'avais l'habitude de tout partager et en vrai, je faisais des stories de toute ma vie. Donc, j'allais être en mode, c'est impossible à cacher. Vaut mieux que j'en parle et qu'au moins, voilà. Le truc, c'est que je l'ai peut-être trop exposé et je sais qu'aujourd'hui, si demain j'ai une relation avec quelqu'un, je pense que j'en parlerai même pas. Et même si, imaginons, ça fuite ou j'en sais rien, il y a des vidéos ou quoi, j'en parlerai pas quoi qu'il arrive parce que ce sera pas officiel. Et donc, ça sera forcément plus... sera forcément plus intime puisque les gens savent qu'à ce moment-là c'est ma vie privée. Là où avec Elsa à l'époque, les gens commençaient un peu à prendre parti dans notre relation parce qu'ils se disaient il nous en a parlé, on connaît Elsa, on le connaît, on va prendre parti dans la relation. En fait, c'est comme si ta relation elle t'appartient plus à partir du moment où tu l'as mise sur la... Exactement. Exactement, parce que même le moment de la séparation, il y a tout et n'importe quoi qui se dit sur les réseaux. Et toi, tu es là, tu lis et tu te tires les cheveux et tu te dis oh là 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 là. Est-ce que les gens, pourquoi ils veulent pas juste écouter ce qu'on leur a dit, tu vois? Ils se mettent à spéculer et tout ça. Ouais, c'est ça. Mais il y a eu aussi une question de harcèlement quand même autour de toute cette relation-là, à la fois sur votre couple, mais aussi sur Elsa. Comment toi tu gères ça, le harcèlement? Est-ce que
Est-ce que tu t'es dit, je vais dire à ma communauté d'arrêter de l'harceler, d'arrêter de continuer de parler d'elle et tout ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu as voulu faire? Bah en fait, je trouve que c'est hyper compliqué à gérer parce que moi, j'ai l'impression que plus on va parler d'un sujet, genre même moi, plus tu donnes le bâton pour te faire battre. Et à l'époque, bah justement, Elsa, elle a quand même subi un gros harcèlement, tu vois. Et en vrai, tu te dis c'est n'importe quoi parce que c'est notre relation à nous. Et genre le fait, par exemple, quand on a dû annoncer la séparation, c'est fou. Genre, on a dû vraiment se préparer et se dire putain, mais là, on va annoncer la séparation. On sait que ça va être le bordel. Et c'est horrible parce que déjà, tu vis une séparation, c'est déjà dur. Et en même temps, tu es en mode bon, bah attends, parce que là, il y a un deuxième round. Maintenant, il va falloir rendre des comptes aux gens. On va se faire insulter pour rien, parce que juste on se sépare et voilà. Et ouais, ça prend des proportions qui sont dures à gérer. Et pour le coup, tu vois, moi, je me suis toujours dit, ouais, si j'en parle trop, on va trop remuer le couteau dans la plaie et au final, ça va donner trop de... Je redonne de l'intérêt à cette histoire et du coup, les gens vont se réimmiscer dans cette histoire et ça va jamais s'arrêter. Donc, après l'annonce de la séparation, tu vois, j'ai préféré faire un peu table rase et être en mode, bon, on sait que ça va être dur et que ça va être une mauvaise période. Mais on va devoir y passer, quoi. Oui, alors qu'en vrai, vous vivez juste ce que beaucoup de personnes de tout âge vivent. Tu te sépares. Ah, complètement, ouais. Et est-ce que tu te rends compte aussi de l'impact que tu as en étant une personnalité publique? Bah, en vrai, je m'en rends compte quand même, tu vois. Genre, dans les projets que je vais faire, dans ce que je vais dire et tout, je sais que j'ai un minimum de responsabilité. Et donc, je fais attention. Après, je pense que dans tous les cas, dans la vie de tous les jours, je ne suis pas quelqu'un de problématique ou quoi, où il ne faut pas prendre exemple sur moi ou j'en sais rien. Donc ça va, c'est cool. Mais ouais, je sais que j'ai cette part de responsabilité. Et encore plus aujourd'hui, tu vois, quand je vois dans ma famille, il y a des petits aussi dans ma famille, des neveux, des nièces, qui sont à fond derrière les écrans et qui recopient ce qu'ils voient à la télé, tu vois. Et donc, je me dis, ok, si mes neveux, nièces sont comme ça, bah, faut que je sois exemplaire parce que peut-être les neveux, nièces, les petits frères des autres, ils vont potentiellement regarder mes vidéos, je veux pas qu'ils regardent n'importe quoi non plus. Donc, ouais, donc j'essaye de faire attention, que ce soit dans les prises de parole, dans les projets, dans les marques aussi qui vont m'accompagner. Mais après, j'essaye aussi de faire un peu un trait dessus, tu sais, de me le cacher un peu pour pas non plus avoir trop peur, tu vois. Parce qu'en vrai, 10 millions de personnes qui te suivent et potentiellement qui vont prendre exemple sur toi ou s'inspirer, bah ça fait peur. Donc je préfère un peu me le cacher, je sais que c'est là, je fais attention, mais j'y pense pas trop. Du coup, tu es quand même pas mal exposé, tu as beaucoup de recul, tu dis « moi ça me dérange pas, qu'on me vanne et tout ». Mais est-ce que tu t'es quand même dit « et si je prenais un psy pour être accompagné ?» Parce que tu vois, ta santé mentale dans tout ça, tu es grave jeune et tu vis des choses, c'est ok, tu as une vie privilégiée et tout ça, mais quand même mentalement, on est toujours en train de parler de toi et tout ça. Est-ce que tu t'es dit « je vais me faire accompagner » ? Bah, en vrai, on en a déjà parlé et tout, et ça m'a déjà traversé l'esprit. Après, j'ai juste jamais franchi le pas, jamais fait les démarches. Je pense que je suis pas contre un jour avoir un psychologue qui me suit et tout. Mais après, j'en ai pas ressenti le besoin non plus jusqu'à maintenant. Je sais qu'en soi, mon cerveau, il est tout le temps surmené. En fait, c'est ça, mon cerveau est surmené, que ce soit pour les bonnes choses ou pour les mauvaises choses. Mon cerveau est tout le temps en ébullition parce que je suis sollicité, parce que il se passe plein de choses, même les projets, ça va à 1000 à l'heure. Donc, je sais que ça pourrait être une bonne chose, je pense, mais ça m'a jamais traversé l'esprit en tout cas. Enfin, ça m'a traversé l'esprit, mais je me suis jamais dit « ah vas-y, j'en ai besoin ». Pour l'instant, tu arrives à te protéger tout seul. Ouais. Mais est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter? Tu t'es dit « allez, stop là ». Ouais, ça arrive. Bah, déjà, au début, on va dire que ça arrivait dans les moments durs, les moments où t'en peux plus parce que tu charbonnes et puis bah, les débuts sur YouTube, forcément, c'est compliqué. Ça prend pas d'un coup, genre t'as pas 100 000 abonnés d'un coup comme ça. Donc, il y a des moments comme ça. Et bah forcément, récemment, tu vois, quand t'as plein d'histoires, plein de trucs, et t'es en mode, waouh, tu sais, des fois, tu sais plus gérer. T'es en mode, moi, à un moment, c'est ce que j'ai fait bah, pendant les vacances, je suis en mode, bon, je pose mon tel, je gère plus. Les gens, ils vont dire ce qu'ils veulent, faites ce que vous voulez. Moi, je vais juste me débrancher,
prendre des vacances. Et à ce moment-là, bah ouais, quand même, tu vois, des fois, tu réfléchis, tu te dis, c'est quand même pas facile cette vie d'être tout le temps exposé, etc. Puis moi, après, mais c'est pas pas négativement, mais je me suis déjà dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre truc à découvrir en dehors de YouTube? Parce que, en fait, je kiffe trop ce que je fais et en vrai, j'ai trop de la chance, c'est que ça me permet de faire 1000 projets différents. Et en même temps, je parle avec plein de gens de mon âge. Tu sais, par exemple, en voyageant, etc., je suis amené à rencontrer plein de gens de mon âge qui, à chaque fois, je trouve qu'ils sont hyper enrichissants. C'est par exemple des gens que je croise au Canada et en fait ils m'ont dit ouais mais là je vis 1 an au Canada parce que du coup je suis en coloc avec des Anglais donc comme ça j'apprends l'anglais. Puis il y a 2 ans j'étais parti en Australie faire un truc et en fait je sais pas ils ont eu un travail en Australie puis tu te dis le mec il a eu 12 vies et je trouve que c'est ultra enrichissant et genre au fond de moi je suis en mode est-ce que je loupe pas un truc? Tu vois, avec YouTube, je sais que du coup, je passe mon temps à être tout le temps connecté. Et en vrai, est-ce que je loupe pas un truc à plus m'ouvrir à du voyage, à, je sais pas, un moment, trouver un autre projet vraiment qui n'a rien à voir et où je vais mettre YouTube de côté et me dire, vas-y, là, je fais ça pendant 1 an. En fait, tu n'as même pas eu le parcours de plein de jeunes maintenant qui vont à la fac ou en école et qui derrière font une année d'expat et qui vont vivre en coloc. Toi, tu n'as pas tout ça. Ouais. Et je pense, après, t'as une vie de ouf. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que c'est une chance et en même temps, du coup, je me dis, putain, peut-être je passe à côté de quelque chose, tu vois. Surtout que j'estime quand même être quelqu'un de simple et je sais que là, même si j'ai de l'argent et que je peux faire plein de trucs et tout, en vrai, je sais pas, moi, les moments qui me marquent le plus, c'est des moments où je vais être posé en terrasse et je vais parler avec des gens ou même, je trouve que je sais pas, j'aimerais bien avoir un projet commun, un projet de groupe, pour avoir un peu ce côté travail d'équipe, presque colonie de vacances, tu vois. Okay. J'ai l'impression que dans les gros travails de groupe, les gros projets, forcément, c'est pas facile, parce que des fois, ça tient pas qu'à toi, tu peux te prendre la tête, etc. Et en même temps, je me dis, il y a un peu un truc colonie de vacances, je sais pas, t'es avec des collègues, machin, vous allez partager, échanger, vous allez avoir les galères, vous allez les vivre ensemble, etc. Mais ça, tu l'as un peu avec YouTube, en vrai. Je l'ai un peu avec YouTube, avec soit des potes youtubeurs ou avec l'équipe. Mais il y a quand même des moments où tu te sens un peu seul, ouais. En vrai, je saurais pas décrire pourquoi. Et je pense qu'il y a ça aussi dans plein de métiers. Mais ouais, je sais pas. En tout cas, c'est une réflexion que je me suis toujours fait. Plus je voyage, plus je me fais cette réflexion de est-ce que YouTube, je kiffe trop? Est-ce que, par contre, je passe pas à côté d'un truc, tu sais, j'ai 23 ans, est-ce que je passe pas à côté d'un truc de jeune, de tenter des projets et que des fois, ça marche pas, je sais pas, je vais dans un pays, je tente un truc et en fait, ça marche pas du tout. Ouais. Et de pas forcément les filmer aussi. Parce ouais, c'est ça, toi, de pas forcément les filmer, ouais, j'ai pris cette habitude de tout filmer, là où je suis en train d'essayer de me calmer un peu. Mais c'est pas facile au final. Après ça on le fait tous, hein. Même à notre niveau on se filme, juste on n'a pas 10 millions d'abonnés quoi. Ouais, mais tout le monde filme tout. Tout le monde fait des stories de ses vacances et tout. Ouais. Mais donc là aujourd'hui toi, t'es sur YouTube hein, et tu t'apprêtes à sortir ton plus grand projet, à date c'est Terminal. Les traqueurs n'ont qu'une seule mission, vous cherchez, vous trouvez et vous éliminez. T'es avec 16 créateurs de contenu dans un aéroport abandonné et c'est une chasse à l'homme qui dure 48 heures. Je cite les personnes qu'il y a. Il y a Domingo, Raska, Grim, Elidia, Tatiana. Il y a du monde. Inoxtag. Je ne dis pas tous, mais il y a Inoxtag aussi. Il va être projeté dans 500 salles de cinéma en France. Ouais. Et Belgique, Suisse, Luxembourg, Espagne, Tunisie, Maroc. What? Le 5 septembre, puis sur ta chaîne YouTube. Pourquoi tu as eu envie de faire ce projet-là? En vrai, ça fait 2-3 ans que j'ai envie de le faire, ce projet. En tout cas, il y a cette graine dans ma tête. Parce que je pense qu'il y a aussi le côté d'où je viens, tu vois. Genre, je me suis fait connaître avec Fortnite, ce truc Battle Royale. Puis même toute ma génération, on connaît un peu, on est attaché à ce truc de Battle Royale, même les films Hunger Games, etc. Et en fait, ça fait partie des projets que j'ai toujours eu dans ma tête en mode un Battle Royale, genre entre créateurs, dans la vraie vie où on doit survivre, on doit, je sais pas, trouver à manger, à boire, même la nuit. On va se poser la question, genre, est-ce qu'on dort ? Parce qu'en vrai, on est chassé, il faut faire attention, etc. Et ça m'a toujours fait kiffer, ça a toujours été là dans ma tête. Et en même temps, j'avais envie de le faire bien parce que
ramener 15 créateurs, faire un truc où on va survivre pendant plusieurs heures, là en l'occurrence 2 jours, c'est une énorme prod. En fait, tu peux pas faire ça petit, c'est trop compliqué. Et du coup, c'était dans ma tête, en même temps, je savais pas comment le faire. Et à force de réfléchir aussi avec l'évolution de YouTube, en vrai, YouTube, il y a une évolution de fou là où je pense que Terminal, il y a 3 ans, c'est très compliqué de le faire. Il y a peu de gens qui me font confiance et qui me suivent sur ce projet. Je pense que j'arrive pas à retrouver le financement pour le faire. Là où maintenant, il y a eu des gros projets qui se sont faits sur Internet et du coup, les gens te font plus confiance. Les marques sont plus amenées à te suivre, à dire « Ok, vas-y, on a la vision, on comprend que le projet a une très grosse ambition, on va te suivre. » Et du coup, à force de voir cette évolution sur YouTube, aussi de participer à des tournages comme ça, par exemple avec Celebrity Unlimited sur Amazon Prime, qui m'a mis un peu une claque en mode en fait c'est un concept YouTube poussé au max. Et du coup tu te dis ok, il y a une limite qu'on n'a pas encore franchie sur YouTube et j'aimerais bien aller plus loin, creuser, et c'est ce que j'ai voulu faire avec Terminal du coup. C'était vraiment genre ce projet que j'ai en tête depuis 3 ans, j'ai envie de le faire à fond. Et il y a un moment où je me suis dit ok, là c'est possible, si on le fait en format série, etc., vas-y on va le faire à fond. Et dans ce projet, tu retrouves Inoxtag, vous avez commencé ensemble. Ouais. Il représente quoi pour toi, Inox? Mais Inox, c'est mon frère d'Internet. C'est vraiment, on a fait notre aventure sur Internet ensemble. Parce que on a eu un peu cette explosion, cette émulsion autour de nous qui s'est faite en même temps à l'époque de Fortnite. Et du coup, on jouait beaucoup ensemble et tout à cette époque. Et en vrai, on se fait connaître à 2 en mode tous les 2, les gens ils nous trouvent drôles, ils aiment bien notre duo, etc. Et on se connaît comme ça grâce à Internet. Au final, on se retrouve à faire plein de trucs, à se voir en vrai, à faire plein de trucs, à partager ensemble, que ce soit en vidéo, hors vidéo et tout. Et ce qui est bien en vrai, ce qui est fort avec ma relation avec Inox, c'est que justement, tous ces trucs un peu d'être exposé, d'être connu, d'avoir des gens qui disent des trucs sur toi négativement, puis toi tu dois bien réagir aux critiques, tout ça. En vrai, on l'a ressenti à 2 en même temps avec Inox, puis on a pu se le partager. Et soutien quoi aussi. Ouais. Et je pense que ça a été un gros point fort pour nous 2. C'est que du coup, on a quand même quelqu'un qui nous comprend, tu vois. Et est-ce que à l'inverse, donc vous vous soutenez beaucoup, vous avez une forte amitié, mais il n'y a pas aussi ce truc de se dire parfois qu'il y a une compétition, ou alors de se dire oh, purée, ce concept-là, j'aurais trop voulu le faire moi. Ouais, mais ça arrive, mais en vrai, au contraire. Je trouve que c'est stylé, tu vois. Genre quand Inox, des fois, il sort des concepts, je suis en mode « Oh, bâtard, il est trop bien ». Ça arrive, en vrai, des fois, il me pitch des concepts, je dis « Mais t'es trop fort, bâtard, t'es trop fort ». Et ça a toujours été super bienveillant. Ça te challenge. Le seul truc, ça me challenge, de ouf. Et c'est hyper inspirant aussi, je trouve. Tu vois, genre Inox, Kaizen, ce qu'il a fait en vrai, c'est un truc où t'es en mode « Waouh ». Il a vraiment passé un step. Et c'est ultra inspirant. Et en même temps, ce qu'il fait aujourd'hui, je peux pas le faire. Et j'ai pas forcément envie de le faire. Tu vois, on va faire des projets différents maintenant aujourd'hui. Mais le seul truc concurrence, pour moi, c'est avec les gens que ça se ressent. Parce que, comme je t'ai dit, Inox, des fois, il va me parler d'un concept, d'un projet et tout. Et je suis en mode, mec, t'es trop fort, c'est incroyable. Et ça a toujours été bienveillant. Le seul endroit où, des fois, c'est un peu malveillant, c'est Internet. Parce que les gens nous comparent et du coup, quand Inox était en mode Everest, tout ça, les gens étaient en mode ok, mais du coup Michou il fait rien à côté en fait. Les gars, Inox il est meilleur que Michou. En fait Michou c'est nul là, il nous fait rien et tout. Et t'es en mode non les gars, applaudissez juste ce qu'Inox il fait. Et moi je sais pas, je prendrai le temps de faire un gros truc quand l'envie me viendra ou quand j'aurai trouvé le truc qui va me passionner et me donner envie de me dépasser. Mais juste c'est pas le moment, mais il n'y a pas besoin de créer cette concurrence, tu vois. En fait, faut que votre amitié elle soit solide, vous, pour pas que vous vous laissiez parasiter par justement les gens qui veulent absolument vous mettre en compétition, alors que vous l'êtes pas. Oui, de ouf. Et en vrai, pour le coup, ça l'a été, tu vois. Genre, avec Inox, ça a jamais été une question de se dire, je sais pas, est-ce que je suis jaloux, est-ce que lui, il va être en mode je t'écrase, ou enfin, tu vois. Ça n'a jamais été une question, en vrai. Et dernière question, parce qu'on m'a fait. Aujourd'hui, donc c'est Terminal, on se voit pour Terminal, mais est-ce que tu as d'autres envies pour YouTube, des projets déjà que tu as en tête, un peu des rêves? Il y a un truc que je kifferais faire de fou, c'est un peu plus documentaire là, cette fois-ci, je pense. Je sais pas encore si c'est faisable, parce que c'est un peu un truc...
j'ai besoin d'être pas mal encadré et puis de trucs. En fait, j'ai besoin de trucs extérieurs. Donc, je sais pas encore si ça va être faisable et tout. Mais ouais, il y a un truc que j'aimerais bien faire. Et justement, ça va aussi avec cette partie responsabilité, faire attention aussi aux messages que je transmets, tu vois. Le documentaire. Ouais. Et tu veux pas nous dire ce que c'est? Non, je préfère pas. Je préfère pas au cas où je sais pas si ça se complique, que je trouve pas le moyen de le faire ou quoi. C'est dans les tuyaux, genre. Ouais. Ok, d'accord. Michou, merci beaucoup. Hein. C'était hyper intéressant comme conversation. Je suis très contente de t'avoir interviewé. Cool. Merci beaucoup. Bon courage pour Terminal. Ouais, merci, c'est gentil. J'espère que les gens vont aimer, je suis stressé.